Bienvenue à cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez pointu, un défi mathématique. Comment on résout certaines équations différentielles ordinaires non linéaires, les EDO, là. Oui, un sujet fascinant. Elles modélisent plein de choses, tu sais, en physique, en biologie, mais trouver des solutions exactes, c'est souvent tout un casse-tête. Effectivement. L'équation d'Abel, par exemple, ça fait presque 200 ans qu'elle donne du fil à retordre. Exactement. Mais il semblerait qu'il y ait une nouvelle approche qui vient d'un groupe de recherche au Bénin, potentiellement assez différente. Mhm. Fait que notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu cette méthode inductive basée sur les intégrales premières. C'est ça le nom. C'est bien ça. Développé par Marc Delphine Moncia et ses collaborateurs. Parfait. Alors, on regarde ça. Pour commencer, peut-être rappeler comment on aborde ces EDO non linéaires d'habitude, comme l'équation d'Abel, mettons. Pourquoi c'est si ardu? Ben, l'approche classique, disons, elle est déductive. On part de l'équation qu'on nous donne OK. et on essaie de la simplifier, étape par étape. Transformation, manipulation algébrique, intégration. On essaie de déduire la solution. Logique, finalement. Oui, mais le hic, c'est que même quand on réussit à trouver une solution exacte, elle est souvent incroyablement complexe. Ah oui, genre. Genre des formules qui n'en finissent plus, qui impliquent des fonctions spéciales, parfois des intégrales qu'on ne peut même pas calculer de façon explicite. Donc, mathématiquement, c'est juste, Ouais, mais en pratique, en pratique, c'est pas toujours très utile pour faire des prédictions, des simulations, comprendre le phénomène concret derrière l'équation. d'accord, je vois. Et c'est là, j'imagine, que cette nouvelle méthode inductive entre en jeu. Celle de l'équipe de Mancia à l'université d'Abomey-Calavi. Exactement. L'idée maîtresse, c'est vraiment un changement de perspective. C'est ça qui est intéressant. OK. Au lieu de partir de l'équation complexe pour déduire une solution souvent encore plus complexe, on fait l'inverse. On postule une forme de solution. On suppose une solution. Oui, on suppose une structure de solution, mais une structure qu'on veut simple. Souvent, cette structure est liée à ce qu'on appelle une intégrale première. Une intégrale première. Ça me dit quelque chose. C'est comme l'énergie dans un système physique, non? Qui reste constante? C'est une excellente analogie. C'est une fonction dont la valeur ne change pas le long d'une trajectoire de solution. Une quantité conservée, fondamentale. OK. Alors, la méthode consiste à dire, OK, on a cette structure simple et résoluble basée sur une intégrale première. Maintenant, sous quelles conditions précises notre équation compliquée de départ, comme celle d'Abel, Mhm. est mathématiquement équivalente à cette forme simple? On cherche les paramètres, les contraintes qui font que ça marche. Donc, ce n'est pas l'induction mathématique classique, avec les étapes n, n plus 1. Non, non, pas du tout. C'est plutôt une démarche inductive au sens large, on pourrait dire. On part d'une hypothèse sur la forme de la solution. On appelle ça un ansatz en physique et en maths, une sorte de devinette éduquée sur la structure de la solution. Un ansatz, OK? Et on vérifie ensuite quand cette hypothèse est valide, pour quelles équations spécifiques elle tient la route. Si je reformule, l'idée, c'est moins de résoudre l'équation de front que de se poser la question dans quelles circonstances cette grosse équation compliquée se comporte-t-elle, finalement, comme une équation simple qu'on sait déjà résoudre? C'est un peu ça. C'est tout à fait ça l'esprit, oui. On cherche quand le problème difficile peut être ramené à un problème plus facile qu'on maîtrise. Et l'affirmation clé, c'est que ça permettrait d'obtenir des solutions plus simples pour ces problèmes réputés insolubles ou très difficiles. C'est exactement l'objectif. Obtenir des solutions générales, exactes, mais exprimées avec des fonctions qu'on connaît bien. Des polynômes, des exponentielles, des fonctions trigonométriques. Des fonctions élémentaires, quoi. Voilà. Des choses beaucoup plus faciles à analyser, à interpréter et surtout à utiliser pour des calculs numériques ou des applications. Et ça révèle aussi ce qu'ils appellent de nouvelles conditions d'intégrabilité. C'est quoi ça exactement? Ce sont justement ces conditions précises dont on parlait. Les contraintes spécifiques sur les coefficients de l'équation de départ. Les paramètres dans l'équation d'Abel, par exemple. OK. Pour que l'équivalence avec la forme simple soit possible. Ça établit des liens, des équivalences entre des équations non linéaires complexes et des formes plus simples, parfois même linéaires, sous ces conditions-là. Intéressant. Et ils ont appliqué ça à d'autres équations aussi, je pense. Oui, c'est là que ça devient encore plus notable. Ils ont appliqué la méthode avec succès aux équations de Painve. Ah, les équations de Painve, oui, c'est une autre classe d'équations différentielles non linéaires, assez redoutable, non? Très redoutables, elles apparaissent dans des domaines vraiment variés, comme la physique statistique, la théorie des cordes, l'optique non linéaire. Et l'équipe de Moncia affirme avoir obtenu des solutions exactes nouvelles et des conditions d'intégrabilité inédites pour certaines de ces équations aussi. Waouh.
Ça donne quand même du poids à leur approche. Absolument, ça montre que la méthode n'est pas juste un exercice théorique pour l'équation d'Abel, mais qu'elle a potentiellement une portée plus large. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une approche révolutionnaire? C'est un grand mot, mais C'est toujours délicat d'utiliser le mot révolutionnaire en science, hein, mais c'est certainement une approche, disons, très novatrice, une nouvelle mode d'aborder ces problèmes comme il le suggère parfois. une nouvelle mode. Oui, dans le sens d'une nouvelle manière systématique de penser. L'innovation réside vraiment dans la méthodologie, hein. Ce renversement de perspective, partir d'une forme résoluble connue et remonter. Ok. Il y a aussi la simplicité revendiquée des solutions trouvées pour des équations historiquement difficiles, et puis ça met en lumière ces conditions d'intégrabilité sous un angle nouveau. C'est une contribution significative, c'est sûr. Et le fait que ça vienne d'un groupe de recherche au Bénin, c'est aussi à souligner. Tout à fait. C'est important de voir ce genre de contribution fondamentale émerger et gagner en reconnaissance internationale. Donc pour résumer, on a une approche assez astucieuse qui prend le problème un peu à rebours. Au lieu de déduire une solution compliquée, on part d'une structure simple et on trouve quelles équations complexes peuvent s'y conformer et sous quelles conditions. C'est pas mal ça, oui. Et le potentiel, ce serait d'avoir des solutions plus élégantes, plus utilisables pour modéliser le monde autour de nous. Exactement. Plus facile à manier, à comprendre. Ça fait réfléchir. Et peut-être une dernière réflexion pour ouvrir un peu. Cette stratégie de rétro-ingénierie, si on veut l'appeler comme ça, Oui, partir des propriétés qu'on souhaite pour la solution, la simplicité, l'existence d'une quantité conservée, et ensuite identifier les problèmes mathématiques qui ont ces propriétés. Est-ce que cette idée ne pourrait pas être utile ailleurs? au-delà des équations différentielles, tu veux dire. Oui. Est-ce que ça pourrait offrir de nouvelles pistes pour attaquer d'autres grands défis scientifiques, là où les méthodes traditionnelles, disons, s'enlisent un peu dans la complexité? C'est une question intéressante. La puissance de changer de méthode face à de vieux problèmes, Exactement. Ça montre qu'il y a peut-être encore beaucoup à découvrir, même sur des questions étudiées depuis longtemps, simplement en changeant notre façon de les regarder. une belle piste de réflexion pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça me fait plaisir. Imaginez un